Salut à tous, c'est Karim ici. Et si vous êtes comme moi, un gars qui a quitté son pays pour chercher une vie meilleure en France, abonnez-vous tout de suite au canal pour ne pas rater ces histoires vraies qui nous touchent tous. Activez la cloche, parce que je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé et qui va vous faire bouillir de rage, comme moi à l'époque. Imaginez, vous avez bossé dur, économisé chaque centime, et bam, on vous claque la porte au nez juste parce que vous venez d'ailleurs. Ça m'est arrivé à Marseille, et ça m'a mis dans une galère pas possible. Mais accrochez-vous, parce que ce qui suit va vous faire réfléchir à vos propres batailles. Je m'appelle Karim Diallo, j'ai 29 ans, et je viens de Dakar, au Sénégal. Là-bas, la vie était dure, avec le chômage qui ronge tout le monde, et ma famille qui comptait sur moi pour envoyer de l'argent. J'ai grandi en aidant mon père à vendre des fruits au marché, sous le soleil qui tape fort, avec l'odeur des mangues mûres qui colle à la peau. Mais j'ai toujours rêvé de plus. Étudier l'informatique, trouver un boulot stable et peut-être un jour ramener ma mère ici pour qu'elle voie autre chose que la poussière des rues. Alors, en 2022, j'ai pris mon courage à deux mains, vendu tout ce que j'avais et sauté dans un avion pour la France. Marseille, c'était mon choix, parce que j'avais entendu dire que c'était une ville pleine d'Africains comme moi, avec le port qui sent le sel et le poisson frais tous les matins. Je me disais, ici, je vais me fondre dans la masse, travailler dur et construire quelque chose. Au début, tout allait bien, ou presque. J'ai atterri avec un visa de travail temporaire, grâce à un cousin qui m'avait trouvé un petit job dans un café du quartier de la Castellane. C'est une banlieue animée, avec des immeubles un peu délabrés, des gamins qui jouent au foot dans les rues étroites et ce bruit constant de scooters qui vrombissent. Le café s'appelait Le Soleil Levant, tenu par un vieux Marseillais sympa qui ne posait pas trop de questions. Je faisais le service, lavais les tasses et sentais l'odeur du café brûlé mélangée à celle des croissants chauds. C'était fatigant, debout de 6h à 22h, avec des clients qui râlent pour un rien. Mais au moins, ça payait le loyer de ma chambre minuscule chez un compatriote. Je gagnais 800 € par mois, à peine de quoi manger et envoyer 200 à ma famille. Mais j'étais motivé. Karim, tiens bon, c'est temporaire. Le vrai problème a commencé quand j'ai voulu quitter cette chambre partagée. Imaginez 4 gars dans 20 mètres carrés, avec l'odeur de sueur et de cuisine épicée qui imprègne tout. Je me disais que j'avais besoin d'un vrai chez moi, un studio, où je pourrais étudier le soir sans bruit. J'ai économisé pendant 6 mois, checké les annonces sur Le Bon Coin et chez des agences. J'en ai trouvé un parfait. Un petit appartement à la Castellane, pas cher, 450 € par mois, avec une vue sur la mer au loin. J'appelle le proprio, un certain Pierre Moreau, et on fixe un rendez-vous. J'y vais tout excité, en costume propre que j'avais apporté du Sénégal, avec mes papiers en ordre, carte de séjour, fiche de paie, tout nickel. Arrivé là-bas, l'immeuble est correct, un peu vieux mais propre. Pierre m'attend en bas, un type d'une 50aine d'années, avec une moustache grise et un air fatigué. On monte, il me montre l'appart. Une pièce avec kitchenette, une salle de bain minuscule, et cette odeur de peinture fraîche qui donne espoir. Je lui dis, « C'est parfait pour moi, je suis sérieux, je paie à l'heure. » Il hoche la tête, mais je sens un truc bizarre dans son regard. Il me pose des questions normales au début. « Vous travaillez où? Vous avez des garants? » Je réponds tout, fier de montrer que je suis clean. Puis il demande, « Et vous venez d'où exactement? » Je dis, « Sénégal », avec un sourire. Et là, son visage change. Il marmonne, « Ah, d'accord. On a eu des problèmes avant avec des locataires comme ça. » Comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens mon estomac se nouer, mais je reste poli. « Quel problème, monsieur? Je suis clean, je peux vous donner des références. » Il secoue la tête. « Écoutez, je préfère pas prendre de risques. Il y a d'autres candidats. » Et il me raccompagne à la porte, comme si j'étais un intrus. Dehors, sous la pluie fine de Marseille, je reste planté là, avec cette rage qui monte. Refusé juste parce que je suis immigré? Pas pour mes papiers, pas pour l'argent, mais pour ma peau, mon accent. J'entends encore sa voix froide et ça me donne envie de crier.
Mais je ravale parce que qu'est-ce que je peux faire? Rentrer chez moi, dans cette chambre étouffante, et me dire que demain sera mieux? Non, ça m'a bouffé de l'intérieur. Le soir, dans le métro bondé qui sent la transpiration et les parfums bon marché, je repense à tout. Les regards des autres passagers, comme si j'étais de trop. Une dame me fixe, puis détourne les yeux. C'est silencieux, mais ça fait mal. Et ce n'est que le début de ma galère. Le lendemain, je cherche d'autres appartes, mais c'est pareil. Une agence me dit au téléphone « On a plus de place », alors que l'annonce est encore en ligne. Un autre proprio, une femme cette fois, me voit arriver et invente une excuse. « Désolé, c'est déjà pris. » Je sais que c'est à cause de mon nom Diallo qui crie « Afrique ». Ça me rend fou de rage, triste aussi, parce que je me sens seul dans cette grande ville. J'appelle ma mère au Sénégal et je mens. Tout va bien, maman, j'ai trouvé un boulot super. Mais intérieurement, je bouille. Comment on peut traiter les gens comme ça? J'ai fui la pauvreté pour trouver ça. Et pire, je commence à avoir peur. Mon visa expire dans 6 mois si je trouve pas un boulot stable, et sans adresse fixe, c'est la galère pour les papiers. Je marche dans les rues de la Castellane avec le bruit des vagues au loin et je me demande « Est-ce que je vais craquer ?» J'ai passé des nuits à tourner en rond dans cette chambre partagée avec le bruit des ronflements de mes colocataires et l'odeur de ragoût qui traînait dans l'air. Mon esprit revenait sans cesse à ce moment avec Pierre Moreau, sa phrase qui tournait en boucle « Des locataires comme ça ». Ces mots me brûlaient. J'avais envie de frapper un mur, de hurler. Mais à quoi bon? À Marseille, dans des quartiers comme la Castellane, tout le monde a ses galères. Les gens courent après des jobs, des papiers, un loyer à payer. Moi, je n'étais qu'un de plus, mais je refusais de me laisser couler. J'avais un rêve, un appart à moi, un endroit où je pourrais poser mon ordinateur, coder mes projets informatiques et montrer à tout le monde que Karim Diallo, c'est pas juste un immigré. Le lendemain de cette humiliation, je me suis levé tôt. J'ai enfilé mon vieux sweat gris, celui que ma sœur m'avait offert avant que je quitte Dakar, et je suis parti au café. En chemin, je passe par le marché de Noailles, là où les odeurs de cumin, de poissons frais et de menthe se mélangent. Les vendeurs crient, les mamans négocient, et moi, je marche vite, la tête baissée, pour éviter les regards. Dans ma tête, je me dis « Karim, trouve un autre appart, continue. » Mais c'était pas si simple. À chaque appel, c'était la même chanson. « Vous avez un garant français? Vous venez d'où? » Et dès que je disais « Sénégal », soit il raccrochait, soit il trouvait une excuse bidon. Une fois, une agente immobilière m'a dit au téléphone d'une voix mielleuse « On préfère quelqu'un avec un CDI. » Un CDI? Avec mon contrat temporaire au café, c'était même pas la peine d'y penser. Au boulot, c'était pas mieux. Le patron du Soleil Levant, Monsieur Gérard, était gentil. Mais les clients? Pas tous. Certains me parlaient comme si j'étais débile juste parce que j'avais un accent. Un jour, un type en costard, la quarantaine, m'a commandé un café en me lançant « T'as compris? Ou je répète plus lentement ?» J'ai souri, serré les dents et répondu « Oui, monsieur. Un café. Tout de suite. » Mais intérieurement, j'avais envie de lui balancer sa tasse. Ses petites piques, ses regards de travers, ça s'accumulait comme des gouttes d'eau dans un seau déjà plein. Et puis, il y avait Sophie Laurent, une voisine du proprio, Pierre. Elle habitait dans l'immeuble où je voulais louer. Je l'ai croisée par hasard dans la rue, près de l'immeuble, quelques jours après ma visite. Elle m'a reconnu tout de suite et a commencé à parler fort, devant tout le monde. « Oh, c'est toi qui voulais l'appart? Pierre m'a dit qu'il voulait pas de problème, tu vois, avec des gens qui viennent de loin. » Elle a fait une pause, un sourire en coin, et a ajouté « C'est mieux pour tout le monde. » Les passants autour ont entendu. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont ricané. J'ai senti mon visage chauffer, ma gorge se serrer. J'ai juste marmonné un « OK » et je suis parti, mais mon cœur battait à 100 à l'heure. Ce genre de moment, ça te marque. Tu rentres chez toi, tu t'assois sur ton matelas qui sent la vieille laine et tu te demandes pourquoi t'es venu ici. J'ai pensé à ma mère, à ses prières pour moi tous les soirs, à mon père qui me disait toujours « Sois fort, Karim, sois un homme ».
Mais là, j'avais l'impression d'être tout sauf fort. J'avais peur. Peur de ne pas trouver d'appart. Peur de perdre mon job. Peur que mon visa ne soit pas renouvelé. Parce que sans adresse fixe, bonne chance pour les démarches administratives. La France, c'est des montagnes de paperasse. Et si t'as pas un endroit à toi, t'es coincé. Je me réveillais la nuit, en sueur, à imaginer des scénarios catastrophes. Moi, expulsé, de retour à Dakar sans rien, avec les regards déçus de ma famille. Mais un jour, en nettoyant des tables au café, j'ai entendu une conversation qui m'a fait tilt. 2 clients, des jeunes du quartier, parlaient d'une association à Marseille qui aide les immigrants avec des problèmes de logement. Ils disaient un truc du genre « Ils t'aident à te battre, ils connaissent les lois. » J'ai noté le nom dans ma tête « Solidarité Logement ». Dès que ma pause est arrivée, je me suis assis dans l'arrière-cour du café avec l'odeur des poubelles pas loin et j'ai cherché sur mon vieux téléphone. Leur site parlait de discrimination, de lois comme la HALD et de comment des proprios peuvent être poursuivis s'ils refusent un locataire pour des raisons racistes. Ça m'a donné un frisson. Pas d'espoir fou, mais un petit feu dans le ventre. Peut-être que je pouvais faire quelque chose? Peut-être que je pouvais répondre à Pierre et à tous ceux qui me regardèrent de haut? J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé l'association. Une femme, Aïcha, m'a répondu. Elle avait une voix chaude, comme celle de ma tante à Dakar, et elle m'a écouté sans me juger. Je lui ai raconté l'histoire avec Pierre, la phrase sur « les locataires comme ça », les excuses bidons. Elle m'a dit « Karim, ce que tu décris, c'est illégal. On va voir ce qu'on peut faire. » Elle m'a donné rendez-vous dans leur bureau, pas loin du Vieux-Port. En raccrochant, j'ai senti un mélange de peur et d'excitation. Et si ça changeait tout? Et si je pouvais me battre? Mais en même temps, j'avais la trouille. Et si ça empirait les choses? Si Pierre ou Sophie parlaient à d'autres proprios et que plus personne ne voulait de moi? Je suis rentré ce soir-là, j'ai traversé la Castellane avec le bruit des vagues au loin, et je me suis promis une chose. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas baisser les bras. Pas cette fois. Salut, c'est encore moi, Karim, et je vais continuer mon histoire. Si vous venez d'arriver, accrochez-vous, parce que ça devient intense. Je vous ai raconté comment on m'a refusé un appart à Marseille, juste parce que je suis sénégalais, et comment cette humiliation m'a bouffé de l'intérieur. Mais là, je commence à voir une lueur, un moyen de me battre. Je suis allé voir une association, Solidarité Logement, et ça m'a donné un peu d'espoir. Mais croyez-moi, rien n'est gagné et la route est encore pleine de galères. Asseyez-vous, prenez un café et écoutez ce qui s'est passé ensuite. Après mon appel avec Aïcha, la femme de l'association, j'avais un rendez-vous fixé dans leur bureau près du Vieux-Port. Ce matin-là, je me suis réveillé avec un mélange de stress et d'énergie. J'ai mis ma meilleure chemise, celle que je garde pour les grandes occasions, et j'ai pris le bus jusqu'au centre de Marseille. Dans le bus, l'odeur de diesel et de sueur me collait au nez. Et les gens autour me regardèrent parfois un peu trop longtemps. Je me sentais comme un étranger, même après 2 ans en France. Mais je me suis répété « Karim, tiens bon, t'as une chance de changer les choses. » En arrivant au Vieux-Port, l'air sentait le sel et les moules cuites des restaurants. Les bateaux claquaient doucement contre l'eau et ça m'a calmé un peu. J'ai trouvé le bureau de Solidarité Logement, un petit local avec une affiche colorée qui disait « Un toit pour tous ». Aïcha m'a accueilli avec un grand sourire. Elle était grande, avec un foulard rouge vif, et elle m'a tout de suite mis à l'aise. « Karim, assieds-toi, raconte-moi tout », elle a dit, comme si on se connaissait depuis toujours. Je lui ai reparlé de Pierre Moreau, le proprio, et de sa phrase qui m'avait transpercé « Des locataires comme ça ». J'ai aussi mentionné Sophie, la voisine qui m'avait humilié devant tout le monde. Aïcha prenait des notes, hochait la tête, et à un moment, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Ce que tu décris, c'est de la discrimination pure et simple. La loi française interdit de refuser un logement à cause de l'origine. On va t'aider à prouver ça. » Elle m'a expliqué que la HALD, une autorité contre les discriminations, pouvait intervenir, mais qu'il fallait des preuves solides. « As-tu des messages, des emails ou des témoins ?» Elle m'a demandé.
J'ai secoué la tête. Tout s'était passé de vive voix. Elle a froncé les sourcils, mais elle a ajouté « Ok, on va trouver une solution. On va contacter Pierre et voir sa réaction. » En sortant du bureau, j'avais l'impression de respirer un peu mieux, mais pas complètement. Une partie de moi se disait « Et si ça ne marche pas? Et si Pierre ment? Ou pire, s'il me cause plus de problèmes ?» J'ai repris le bus vers la Castellane, et en chemin, je repensais à tout ce que j'avais vécu depuis mon arrivée. À Dakar, j'avais l'habitude des galères, panne d'électricité, marché bondé où il fallait se battre pour vendre. Mais ici, c'était différent. En France, les galères avaient un goût amer, celui du rejet. Je me souvenais d'un autre moment, quelques mois plus tôt, où un collègue au café m'avait dit, en rigolant à moitié, « Karim, t'es gentil, mais t'as pas l'air d'être d'ici. » Il pensait que c'était une blague, mais pour moi, c'était comme un coup de poing. Ces petites phrases, ces regards, ça s'accumulait. Et ça me donnait envie de prouver à tout le monde que je valais mieux que leurs préjugés. De retour au boulot, je continuais à servir des cafés, à nettoyer des tables, mais ma tête était ailleurs. J'imaginais Pierre recevant un appel de l'association ou peut-être une lettre officielle. Est-ce qu'il allait paniquer, rire, me menacer? Et puis, il y avait Sophie, la voisine. Je l'avais recroisée dans le quartier près de l'immeuble. Elle était avec une amie, et en me voyant, elle a murmuré quelque chose en riant. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais ça m'a mis hors de moi. J'avais envie de lui dire « Tu sais rien de moi, de mes rêves, de ce que j'ai traversé pour être ici. » Mais je me suis tue, encore une fois. Parce que c'est ça, la vie d'immigré parfois. Tu ravales ta colère, tu baisses la tête et tu continues. Ce soir-là, dans ma chambre étouffante, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écrire à un ami de Dakar, Moussa, qui vit à Paris. Je lui ai raconté l'histoire et il m'a répondu « Karim, batte-toi, mais sois malin. Ces gens-là, ils pensent qu'on va juste abandonner. » Ces mots m'ont boosté. J'ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour rassembler des preuves. J'ai repensé à l'email que Pierre m'avait envoyé pour confirmer le rendez-vous. Il était vague, mais il y avait son nom et l'adresse de l'appart. Peut-être que ça pouvait servir. J'ai aussi contacté un collègue du café, un Algérien nommé Samir, qui m'avait dit un jour qu'il avait vécu la même chose. Il m'a conseillé de noter chaque détail, chaque parole, et même d'enregistrer si je reparlais à Pierre. « Fais gaffe, Karim, mais ne lâche rien », il m'a dit. Le lendemain, Aïcha m'a rappelé. Elle avait envoyé un email à Pierre en se présentant comme une association pour demander des explications sur son refus. Elle m'a dit « On va voir s'il répond. Et comment? S'il ment, on aura un angle pour avancer. » J'étais excité, mais aussi terrifié. Et si Pierre connaissait des gens, des avocats, et que ça se retournait contre moi? J'avais un délai à respecter. Mon visa de travail temporaire dépendait d'un contrat stable, et sans appart, trouver un meilleur job était quasi impossible. Le temps pressait, et chaque jour, sans solution, me rapprochait d'un mur. En marchant dans les rues de la Castellane, avec le bruit des scooters et l'odeur de pain frais des boulangeries, je sentais cette pression qui montait. Mais je sentais aussi autre chose, une force, un feu. J'étais fatigué d'être rejeté, fatigué des excuses bidons. Je voulais une réponse, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vivent à ces galères en silence. Est-ce que j'allais réussir? Je ne savais pas encore. Mais une chose était sûre, j'allais pas abandonner. Les jours suivants ont été un vrai roller coaster. J'attendais la réponse de Pierre à l'email de l'association et chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur sautait. Au boulot, au café. Le soleil levant, je faisais semblant que tout allait bien, mais mes mains tremblaient un peu en servant les espressos. L'odeur du café moulu me rappelait les matins à Dakar, où ma mère en préparait un fort pour me réveiller avant l'école. Mais ici, à Marseille, c'était différent. Tout me semblait plus lourd. Samir, mon collègue algérien, m'a vu distrait et m'a pris à part pendant la pause. « Karim, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air d'un fantôme. » Je lui ai raconté l'histoire avec Pierre et Sophie et il a hoché la tête,
comme s'il connaissait ça par cœur. Moi aussi, j'ai été refusé pour un appart à cause de mon nom. Mais j'ai pas lâché. Si tu as des preuves, vas-y. Ces mots m'ont donné du courage, mais la peur était toujours là. Et si Pierre ignorait l'email, ou pire, s'il appelait la police ou inventait des trucs sur moi? Enfin, Aïcha m'a rappelé 2 jours plus tard. J'étais en train de marcher vers le métro, avec le bruit des klaxons et l'odeur d'essence qui flotte dans l'air de la Castellane. Elle m'a dit d'une voix excitée, « Pierre a répondu. Il dit que le refus n'avait rien à voir avec ton origine, que c'était juste parce que l'appart était pris par quelqu'un d'autre. » J'ai serré le poing. Je savais que c'était un mensonge. Il m'avait dit ça en face avec son regard bizarre. Aïcha a continué. « C'est parfait, Karim. Ça montre qu'il cache quelque chose. On va lui envoyer une lettre recommandée en demandant des détails et on mentionnera la possibilité d'une plainte pour discrimination. » J'ai senti un frisson d'espoir, mais aussi de la rage. Comment il osait mentir comme ça? J'avais envie de l'affronter directement, mais Aïcha m'a conseillé « Reste calme, on suit les règles, c'est comme ça qu'on gagne. » Pendant ce temps, ma vie quotidienne continuait à être une bataille. Mon visa approchait de sa fin et je devais trouver un boulot plus stable pour le renouveler. J'ai commencé à postuler pour des jobs en informatique. C'était mon rêve, après tout. J'avais appris à coder tout seul sur des tutos gratuits en imaginant un jour travailler dans une boîte tech. Mais les réponses, soit rien, soit des refus polis. Une entreprise m'a même dit au téléphone « Votre profil est intéressant, mais on cherche quelqu'un avec plus d'expérience en France. » Expérience en France? C'était juste une façon de dire que mon CV sénégalais ne comptait pas. Ça m'a mis en colère, encore plus. Je rentrais le soir, épuisé, dans ma chambre partagée, où l'air sentait le mélange de chaussettes sales et de riz cuit. Mes colocataires, des gars du Mali et du Cameroun, partageaient leurs histoires similaires. Un qui s'était fait virer d'un chantier parce que trop noir pour le client, un autre qui avait été insulté dans le bus. On se soutenait, on rigolait pour pas craquer, mais au fond, on bouillait tous. Et puis, il y a eu ce moment avec Sophie. Je l'ai revue près de l'immeuble en train de fumer une cigarette. Elle m'a vu et a lancé d'une voix forte « Toujours là, toi? Pierre t'a dit non, c'est clair, non ?» Des voisins ont tourné la tête et j'ai senti l'humiliation me brûler les joues. J'avais envie de lui répondre, de lui dire que je me battais, mais j'ai juste hoché la tête et parti. Plus tard, ce soir-là, j'ai écrit tout ça dans un petit carnet, les dates, les paroles, tout. Si ça allait plus loin, j'aurais besoin de ça. Aïcha m'a dit que des témoins comme Samir pouvaient aider. Alors je lui ai demandé s'il voulait bien confirmer si je l'entendais parler de discrimination au boulot. Il a dit oui, sans hésiter. Pour toi, frère, bien sûr. Le temps pressait. Aïcha m'a expliqué qu'on avait un délai pour agir. Si on attendait trop, les preuves pouvaient s'effacer. J'ai passé des nuits à relire des lois sur Internet, sur mon téléphone qui rame, avec l'écran qui éclaire ma chambre sombre. J'apprenais des trucs sur les droits des locataires, sur comment la France protège contre le racisme, même si dans la vraie vie, c'était pas toujours appliqué. Ça me donnait de la force, mais aussi de la tristesse. Pourquoi il fallait se battre pour des trucs basiques comme un toit? À Dakar, on avait des problèmes, mais pas ce rejet froid basé sur qui t'es. Finalement, la lettre recommandée est partie. Aïcha m'a envoyé une copie par email et en la lisant, j'ai souri pour la première fois depuis longtemps. C'était pro, direct, sans être agressif. Elle demandait des explications détaillées et mentionnait les conséquences possibles. J'imaginais Pierre en train de la lire, son visage qui pâlit. Peut-être qu'il regretterait, ou peut-être qu'il s'énerverait. J'avais peur d'une réaction violente, genre qu'il appelle des amis pour me faire peur. Mais je me suis dit, Karim, t'as commencé, finis-le. En attendant sa réponse, j'ai continué ma vie. Boulot au café, recherche d'emploi, appel à ma famille, où je mentais un peu pour pas les inquiéter. Mais intérieurement, je sentais que quelque chose changeait en moi. J'étais plus fort, prêt à affronter. Qu'est-ce qui allait se passer? J'allais bientôt le savoir. La réponse de Pierre est arrivée plus vite que je pensais. C'était un après-midi au café.
J'étais en train d'essuyer des verres qui sentaient encore le vinaigre de la vaisselle, quand Aïcha m'a appelé. Sa voix était tendue. « Karim, il a répondu à la lettre. Il maintient que l'appart était pris, mais il propose de te rencontrer pour clarifier. Ça sent le piège, ou peut-être qu'il a peur. » J'ai arrêté net ce que je faisais, mon cœur qui cognait fort. Clarifier? Après m'avoir humilié? J'avais envie de refuser, de lui dire d'aller se faire voir, mais Aïcha m'a conseillé « Vas-y, mais pas seul. Amène un témoin et enregistre si tu peux. C'est une chance de le faire avouer. » J'ai accepté, mais avec la boule au ventre. Et si c'était une embrouille? Si Sophie était là ou pire, des flics? On a fixé le rendez-vous pour le lendemain, dans un café neutre près de l'immeuble, à la Castellane. J'ai demandé à Samir de venir avec moi. Il a dit oui tout de suite. Pour un frère. Toujours. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Dans ma chambre, avec le bruit des voitures dehors et l'odeur de tabac froid qui traînait, je repensais à tout mon parcours. À Dakar, j'avais lutté contre la pauvreté, vendu des téléphones au marché noir pour payer mes cours en ligne. Ici, en France, je luttais contre des murs invisibles. J'ai appelé ma mère juste pour entendre sa voix. « Karim, mon fils, Allah te protège », elle m'a dit. J'ai pas tout raconté, pour pas l'inquiéter, mais ces mots m'ont donné de la force. Le jour J, je me suis habillé simplement. Jean, t-shirt et ma veste usée. Samir m'a rejoint au métro, on a marché ensemble vers le café. L'air sentait le sel de la mer pas loin, et les rues étaient pleines de gens qui couraient après leur vie. En arrivant, Pierre était déjà là, assis à une table dehors avec une tasse de café fumante. Il avait l'air nerveux, sa moustache grise qui tremblait un peu. Sophie n'était pas là, Dieu merci. Je me suis assis, Samir à côté de moi, et j'ai sorti mon téléphone discrètement pour enregistrer. Aïcha m'avait dit que c'était légal, si c'était pour ma défense. Pierre a commencé direct. « Écoute, gamin, pourquoi tu fais tout ce bordel? L'appart était pris, point. » J'ai respiré un coup et répondu calmement. « Monsieur Moreau, vous m'avez dit, des locataires comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? » Il a rougi, balbutié. « C'était pas ça. Juste que j'ai eu des mauvais payeurs avant. Des Africains qui... » Il s'est arrêté net, réalisant ce qu'il disait. Samir a pris la parole. « Des Africains? C'est ça le problème? » Pierre a bafouillé, essayé de se rattraper. « Non, non, c'est pas raciste, juste des expériences. » Mais c'était trop tard. J'avais tout sur enregistrement. Mon sang bouillait, mais je suis resté cool. « Vous refusez à cause de mon origine, c'est illégal. » J'ai dit. Il a fini par craquer un peu. Ok, peut-être que j'ai été con. Mais avec les voisins comme Sophie qui râlent tout le temps sur les étrangers, il a admis que Sophie l'avait influencé, qu'elle répandait des rumeurs sur les immigrés qui salissent le quartier. J'ai senti une vague de rage. Sophie, cette femme que je connaissais à peine, qui me pourrissait la vie sans raison. Pierre a proposé. « Si tu veux, je te loue l'appart maintenant. Pas de paperasse en plus. » Mais j'ai refusé. Pas question de vivre là où on me tolère à peine. « Non, merci, mais je veux que ça s'arrête pour les autres, » j'ai dit. En sortant, Samir m'a tapé sur l'épaule. « T'as été fort, Karim. T'as pas craqué. » J'ai envoyé l'enregistrement à Aïcha tout de suite. Elle était ravie. « C'est en or! » Avec ça, on peut porter plainte officiellement et même le faire condamner à une amende. Mais c'était pas fini. Le soir, en rentrant, j'ai croisé Sophie dans la rue. Elle m'a vu et a lancé un regard noir, comme si elle savait. « T'as pas gagné, tu sais ?» Elle a murmuré en passant. Ça m'a glacé. Et si elle montait les voisins contre moi? Si elle appelait la police pour un truc inventé? J'avais peur, vraiment. Mon visa, mon job, tout pouvait basculer. Les jours suivants, Aïcha a préparé le dossier pour la Halle 2. On a ajouté l'enregistrement, des témoignages de Samir et même un email d'un autre immigré qui avait vécu la même chose avec Pierre. J'ai continué à chercher un autre appart, mais avec cette histoire en tête, c'était dur de faire confiance. Un proprio m'a refusé encore, prétextant un problème de garantie, mais je sentais l'excuse. Au boulot,
Gérard, mon patron, m'a vu fatigué et m'a demandé ce qui clochait. Je lui ai raconté un peu et il a hoché la tête. C'est dur, la France, pour vous autres. Mais batte-toi, petit. Ces mots m'ont touché, mais la pression montait. Le délai pour mon visa approchait, et sans adresse stable, c'était la galère pour les papiers. Puis, un twist est arrivé. Aïcha m'a appelé. Pierre veut régler à l'amiable. Il propose de te payer une compensation et de signer un papier où il admet la discrimination. J'étais choqué. Compensation? Genre de l'argent? Combien? J'ai demandé. 500 € et une lettre d'excuse. C'était pas énorme, mais pour moi, c'était une victoire morale. J'ai accepté, mais avec une condition. Qu'il parle à Sophie, qu'il arrête ses rumeurs. Il a dit oui. Quand j'ai reçu l'argent, j'ai pleuré seul dans ma chambre. Pas de joie, mais de soulagement. J'ai envoyé la moitié à ma famille, et avec le reste, j'ai trouvé un petit studio ailleurs, dans un quartier plus calme de Marseille. Mais attendez, c'est pas la fin. Ce qui s'est passé après, c'était épique. J'ai décidé de partager mon histoire en ligne, sur un forum pour immigrés. Et là, mon post a explosé. J'avais écrit ça simplement sur un groupe Facebook pour immigrés à Marseille. « Salut les frères, on m'a refusé un appart parce que je suis sénégalais, mais j'ai pas lâché. J'ai eu de l'aide et le proprio a dû payer. Si vous vivez ça, parlez-en. » J'ai ajouté quelques détails sans nom pour pas avoir d'ennui et j'ai posté tard le soir depuis mon nouveau studio. L'endroit était petit avec une odeur de moisi au début, mais c'était à moi. Une kitchenette, un lit et une fenêtre qui donnait sur une rue calme. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi. Le lendemain matin, je vérifie mon téléphone en buvant un thé fort, comme à Dakar, et je vois des dizaines de likes, des commentaires. « Moi aussi, frère. Un proprio m'a dit non à cause de mon accent. Courage, Karim. T'es un exemple. » Ça m'a touché au cœur. Des gens partagèrent leurs histoires. Un Malien refusé pour un job, une Tunisienne insultée dans le bus. Mais il y avait aussi des messages d'encouragement de Français, des alliés qui disaient « C'est honteux, continuez à dénoncer ». En une journée, mon post avait été partagé des centaines de fois. J'avais pas imaginé ça. Aïcha m'a appelé. « Karim, ton histoire circule. Ça aide d'autres à oser. » Elle m'a dit que l'association recevait plus d'appels grâce à moi. J'étais fier, mais aussi un peu effrayé. Et si Pierre ou Sophie voyaient ça? Et si ça me causait des problèmes au boulot? Au café, Samir m'a vu sourire et m'a demandé « Qu'est-ce qui te rend joyeux comme ça ?» Je lui ai montré le post et il a rigolé. « T'es une star maintenant, mais fais gaffe, les racistes aiment pas qu'on parle. » Il avait raison. Le soir, en rentrant, j'ai reçu un message privé sur Facebook d'un inconnu. « T'aurais dû te taire et migrer. » Ça m'a glacé. Qui c'était? Sophie? Un ami de Pierre? J'ai bloqué le compte, mais ça m'a rappelé que la victoire était fragile. Mon visa était toujours en suspens. J'avais trouvé un job freelance en codage grâce à un contact de l'association, mais c'était pas stable. Je codais des sites web pour des petites boîtes, assis à ma table bancale, avec l'odeur de café qui imprégnait mes vêtements. C'était mieux que servir des tasses, mais le stress restait. Et si on me refusait le renouvellement à cause d'un détail? Puis, les choses ont accéléré. Un journaliste local d'un site sur les banlieues a vu mon post et m'a contacté. « Karim, ton histoire est puissante. On peut en faire un article anonyme ?» J'ai hésité, peur des représailles. Mais j'ai dit oui. L'article est sorti 2 jours plus tard. « Discrimination au logement. Un immigré sénégalais gagne contre son proprio. » Sans mon nom complet, mais avec des détails. Et là, boum, partagé sur Twitter, Instagram, partout. Des associations plus grandes, comme SOS Racisme, ont relayé. J'ai reçu des messages de soutien de partout en France. Un gars de Lille qui vivait la même chose, une femme de Roubaix qui me disait « Merci d'avoir parlé pour nous ». Ça me donnait des frissons, mais aussi de la tristesse. Pourquoi tant de gens souffraient en silence? Pierre m'a appelé un soir. J'étais chez moi, en train de manger un plat de tiboudienne que j'avais cuisiné pour me rappeler la maison, quand mon téléphone a sonné. Sa voix était basse. « Karim, c'est Moreau. »
J'ai vu l'article. Sophie est furieuse. Elle dit que c'est de ta faute si les voisins parlent. J'ai ri intérieurement. De ma faute? Monsieur, c'est vous qui avez discriminé. J'ai répondu calmement. Il a soupiré. Ok, je regrette. Mais arrête de remuer ça, s'il te plaît. J'ai raccroché, mais ça m'a laissé un goût amer. Regretter seulement parce que c'est public? Sophie, elle, a posté un truc vague sur son Facebook. Je l'ai vu via un ami en se plaignant des étrangers qui causent des problèmes. Ça m'a mis en rage. J'avais envie de répondre, de l'exposer. Mais Aïcha m'a dit « Laisse, Karim, t'as déjà gagné la bataille morale. » Avec tout ça, mon job freelance a décollé. Un client touché par l'article m'a proposé plus de travail. Coder une app pour une asso d'aide aux immigrés. C'était parfait. Je gagnais mieux et ça aidait les autres. Mon visa a été renouvelé grâce à des papiers solides de l'association. J'ai même commencé à aider d'autres immigrés. Un soir, au café du quartier, j'ai conseillé un jeune Guinéen sur comment dénoncer une discrimination au boulot. « Parle, frère, ne garde pas ça en toi », je lui ai dit. Ça me faisait du bien, comme si je transformais ma douleur en force. Mais le vrai twist, c'était quand Sophie m'a confronté directement. Un jour, elle m'a attendu près de mon nouveau studio. Comment elle savait l'adresse? Mystère. Elle était rouge de colère. « T'as ruiné la réputation de Pierre. Tout le quartier sait maintenant. » J'ai respiré un coup et au lieu de crier, j'ai dit « Madame, c'est pas moi qui ai commencé. C'est le racisme qui ruine les vies. » Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Puis elle a marmonné « Peut-être que j'ai été trop dur. » Et elle est partie. C'était pas une excuse complète, mais pour moi, c'était énorme. Une petite victoire, sans fanfare. Aujourd'hui, je vis mieux. J'ai mon appart, mon boulot, et je sais que mon histoire a inspiré d'autres. Si vous vivez ça, parlez-en. Ça change les choses. Salut, c'est encore Karim, et on approche de la fin de cette histoire qui m'a secoué, mais qui m'a aussi fait grandir. Si vous êtes toujours là, merci de suivre. Ça veut dire que vous savez ce que c'est, les galères d'un immigré en France, ou que vous voulez comprendre. Après avoir remporté une petite victoire contre Pierre, avec cette compensation et cette lettre d'excuse, et après avoir vu mon histoire devenir virale sur les réseaux, je commençais à respirer un peu. Mais croyez-moi, rien n'est jamais simple. La vie à Marseille, dans des quartiers comme la Castellane, te rappelle vite que les combats ne finissent jamais vraiment. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après, avec des hauts, des bas, et une leçon que je n'oublierai jamais. Dans mon nouveau studio, je commençais à me sentir chez moi. Les murs sentaient encore un peu l'humidité, mais j'avais mis une petite lampe et une photo de ma famille sur une étagère. Chaque matin, je me réveillais avec le bruit des mouettes et l'odeur du pain frais qui venait d'une boulangerie en bas. Mon boulot freelance en codage avançait bien. J'avais décroché un contrat pour coder une appli pour une association et ça payait assez pour couvrir mon loyer et envoyer un peu d'argent à ma mère à Dakar. Elle me disait au téléphone « Karim, je suis fier, mais fais attention à toi. » Elle avait raison. Même avec ses progrès, je sentais toujours cette tension, comme si le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. Mon histoire en ligne continuait de faire des vagues. L'article du journal local avait été repris sur des groupes Facebook et même sur Twitter. Des gens m'envoyant des messages, pas seulement des immigrés, mais aussi des Français qui disaient « C'est pas normal ce que t'as vécu ». Ça me faisait chaud au cœur, mais ça attirait aussi des haters. J'ai reçu d'autres messages anonymes, genre « Rentre chez toi, on veut pas de toi ici ». Ça me faisait mal, mais je me disais « Karim, t'as déjà affronté pire ». Samir, mon pote du café, me répétait « Ignore-les, frère, t'as fait ce qu'il fallait ». Mais c'était pas facile. Chaque fois que je passais devant l'immeuble de Pierre, je repensais à son regard froid, à Sophie et ses remarques. Ça me donnait envie de continuer à me battre, pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui galèrent en silence. Un jour, Aïcha m'a appelé avec une nouvelle qui m'a surpris. « Karim, on a du nouveau. Une autre personne s'est plainte de Pierre pour la même raison. Avec ton dossier et l'enregistrement, on peut aller plus loin. Peut-être une vraie plainte à la halde. » J'étais partagé.
D'un côté, je voulais que Pierre paie vraiment, qu'il comprenne qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça. De l'autre, j'avais peur des représailles. Et si ça me mettait dans le radar de la préfecture pour mon visa? Mais Aïcha m'a rassuré, t'es dans ton droit et on te protège. J'ai donné mon accord pour ajouter mon témoignage à la plainte collective. Ça voulait dire plus de paperasse, des réunions avec l'association, mais je me sentais utile, comme si ma galère servait à quelque chose de plus grand. Au boulot, les choses changeaient aussi. Gérard, le patron du café, m'a vu coder sur mon ordi pendant une pause et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué mon projet d'appli et il a souri. « T'es malin, toi. Si t'as besoin d'un coup de pouce, dis-moi. » C'était rare, un patron qui s'intéresse comme ça. Il m'a même présenté à un client régulier, un gars qui bossait dans une petite boîte tech à Marseille. Ce type, Marc, m'a demandé de lui envoyer mon CV. J'ai passé une nuit à le peaufiner, à relire chaque mot, en me disant « c'est peut-être ma chance ». Quelques jours plus tard, Marc m'a appelé pour un entretien. J'y suis allé, nerveux, dans un bureau moderne qui sentait la peinture neuve et le café cher. L'entretien s'est bien passé, mais à la fin, il m'a dit « Karim, t'as du talent, mais on hésite à cause de ton expérience limitée ici. » Encore cette excuse. J'ai souri, mais intérieurement, ça faisait mal. Encore un mur. Malgré ça, je continuais. Mon appli pour l'association avançait, et Aïcha m'a présenté à un groupe d'immigrés qui organisait des ateliers dans le quartier. J'ai commencé à y aller, à parler de mon histoire, à écouter les leurs. Un soir, un jeune Congolais m'a dit « T'as donné une voix à ceux qui en ont pas ». Ces mots m'ont marqué. J'ai repensé à mes débuts à Marseille, à la solitude dans le métro, au regard qui me disait que j'étais de trop. Maintenant, je sentais que je faisais partie de quelque chose. Pas juste un immigré qui survit, mais quelqu'un qui change les choses, même un peu. Mais tout n'était pas rose. Sophie a refait surface, indirectement. Un voisin m'a dit qu'elle parlait de moi dans le quartier, disant que j'avais causé des problèmes à Pierre. Ça m'a mis en colère, mais j'ai choisi de l'ignorer. J'avais mieux à faire. Ma vie prenait forme, et je commençais à croire en moi. Mais ce qui s'est passé ensuite, avec la plainte contre Pierre, a tout changé. Et la plainte contre Pierre a pris une tournure que je n'avais pas vue venir. Quelques semaines après avoir donné mon accord à Aïcha pour rejoindre la plainte collective à la Halde, elle m'a appelé, excitée. « Karim, on a du lourd. Pierre a été convoqué pour une audition. Avec ton enregistrement et le témoignage de l'autre locataire, ils peuvent pas ignorer. » J'étais chez moi, en train de coder sur mon ordi avec l'odeur de l'encens que j'avais allumé pour me rappeler Dakar. J'ai posé ma tasse de thé, le cœur battant. Une audition? Ça voulait dire que Pierre allait devoir s'expliquer officiellement. J'avais envie de crier de joie, mais en même temps, j'avais la trouille. Et s'il trouvait un moyen de s'en sortir? Et si Sophie ou d'autres se retournaient contre moi? Mais Aïcha m'a rassuré. « T'es protégé, Karim. La loi est de ton côté. » En attendant l'audition, ma vie continuait à Marseille. Mon studio devenait vraiment mon chez-moi. J'avais acheté un petit tapis coloré au marché de Noailles et l'odeur des épices qu'on y vendait me suivait jusqu'à la maison. Mon boulot freelance marchait bien. L'appli pour l'association était presque fini et il parlait de me recommander à d'autres clients. Ça me donnait espoir, mais je savais que rien n'était garanti. Mon visa était renouvelé, mais il fallait un contrat stable pour le long terme. Alors, je continuais à postuler, malgré les refus. Un jour, Marc, le gars de la boîte tech, m'a rappelé. « Karim, on a aimé ton profil. On te propose un stage payé pour commencer. » Un stage, pas un CDI, mais c'était un pied dans la porte. J'ai accepté, excité mais prudent. J'ai fêté ça avec Samir au café, en buvant un soda, avec l'odeur de frites chaudes autour de nous. « T'es en train de percer, frère », il m'a dit en riant. Mais l'histoire avec Pierre restait dans ma tête. L'audition était prévue dans un bureau officiel à Marseille et Aïcha m'a demandé d'être présent comme témoin. J'étais nerveux. Le jour venu, j'ai mis ma chemise propre, pris le métro, avec son odeur habituelle de métal et de sueur, et je suis arrivé dans une salle qui sentait le papier et le café froid. Pierre était là, en costume mal ajusté, l'air mal à l'aise. Sophie n'était pas là, mais j'ai appris plus tard qu'elle avait été interrogée séparément.
L'agent de la HALD, une femme sérieuse avec des lunettes épaisses, a écouté mon enregistrement. Quand la voix de Pierre a résonné, disant « Des locataires comme ça », j'ai vu son visage se crisper. Il a essayé de se défendre. C'était un malentendu, j'ai rien contre les étrangers. Mais l'agent a secoué la tête. « Monsieur, c'est une discrimination claire. Vous risquez une amende et une inscription au fichier des contrevenants. » À la fin, Pierre a été condamné à une amende de 2 000 € et à suivre une formation sur la discrimination. Pas une énorme punition. Mais pour moi, c'était énorme. Il a dû écrire une lettre publique d'excuses, publiée par l'association. Quand j'ai lu son texte, où il admettait avoir mal agi, j'ai senti une vague de soulagement. Pas de vengeance, mais une justice. Aïcha m'a dit « Karim, t'as ouvert la voie pour d'autres. Grâce à toi, on parle plus de ces problèmes. » Mon histoire a continué à circuler en ligne et j'ai même été invité à parler dans un atelier communautaire à la Castellane. Devant une trentaine de personnes, des immigrés, des étudiants, des Français solidaires, j'ai raconté mon parcours. J'ai fini en disant « Si on se tait, rien ne change. Parlez, même si c'est dur. » Après ça, ma vie a pris un nouveau rythme. Le stage chez la boîte tech s'est transformé en contrat à durée déterminée. Pas parfait, mais un début. Je codais tous les jours, dans un bureau avec vue sur le port, l'odeur de la mer me rappelant que j'avais surmonté tant de choses. Sophie, je l'ai revue une fois par hasard au marché. Elle m'a regardé, a baissé les yeux et est partie sans un mot. C'était sa façon de reconnaître qu'elle avait tort, je suppose. Je n'ai pas cherché à en rajouter. J'avais déjà gagné. Aujourd'hui, je continue à coder, à aider à l'association, à parler. Ma mère m'appelle tous les dimanches et je lui raconte la vérité maintenant. Maman, c'est dur, mais je construis quelque chose. Elle pleure de fierté, et moi aussi parfois. Si vous vivez des galères comme moi, ne baissez pas les bras. Commentez votre histoire en bas. Quelle a été votre pire expérience en France? Partagez ce récit si ça vous parle et activez la cloche pour plus d'histoires comme celle-ci. Ensemble, on peut faire du bruit, montrer qu'on est là et qu'on mérite mieux. Salut, c'est Karim, et on arrive à la fin de cette histoire. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci, ça veut dire que vous ressentez ces combats ou que vous voulez comprendre ce qu'on vit, nous les immigrés, en France. Après la victoire contre Pierre, l'amende, la lettre d'excuse et mon histoire qui a fait du bruit en ligne, j'ai commencé à voir la vie autrement. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais j'avais l'impression de reprendre ma vie en main. Marseille, avec ses rues bruyantes, son odeur de sel et d'épices, devenait un peu plus mon chez-moi. Mais il restait encore des leçons à apprendre et un dernier moment qui m'a marqué à jamais. Asseyez-vous, je vous raconte la suite. Mon contrat à la boîte tech avançait bien. Je codais tous les jours, dans un bureau où flottait une odeur de café et de papier neuf. Mes collègues étaient sympas, même si parfois je sentais encore des regards curieux, comme si j'étais une anomalie. Un Sénégalais dans la tech, c'est pas si commun à Marseille. Mais je faisais mon boulot, et bien. Mon chef, Marc, m'a même dit un jour « Karim, t'as un truc en plus. Continue comme ça. » Ces mots m'ont boosté. J'envoyais plus d'argent à ma famille à Dakar et ma mère m'a dit « Je savais que t'allais y arriver, mon fils. » Pourtant, je savais que rien n'était garanti. Mon contrat était à durée déterminée et la peur de perdre mon visa planait toujours, comme une ombre. Dans le quartier, ma réputation avait changé. À la Castellane, les gens commençaient à me reconnaître, pas comme une star, mais comme le gars qui s'était battu contre un proprio raciste. Au café où je bossais avant, Gérard, le patron, m'a offert un thé à la menthe un soir et m'a dit « T'as fait du bien au quartier, petit ». Ça m'a touché. J'ai continué à aller aux ateliers de Solidarité Logement, où je partageais mon expérience avec d'autres immigrés. Un jeune Malien, Moussa, m'a dit « Grâce à toi, j'ai osé parler à mon boss qui me payait pas correctement. » Ces moments-là, c'était ma vraie victoire. Pas l'amende de Pierre, pas l'argent, mais aider d'autres à lever la tête. Pourtant, tout n'était pas rose. Les messages haineux en ligne continuaient.
Un soir, en scrollant sur mon téléphone, avec l'odeur de la soupe que je faisais chauffer dans ma kitchenette, j'ai vu un commentaire sous l'article du journal. Encore un immigré qui se plaint pour rien. Ça m'a piqué, mais j'ai appris à ignorer. Aïcha m'avait dit « Concentre-toi sur ceux que t'inspirent, pas sur ceux qui détestent. » Elle avait raison. Mon post sur le groupe Facebook avait maintenant des milliers de partages, et des gens d'autres villes, comme Lille ou Roubaix, m'écrivaient pour me dire qu'ils dénonçaient aussi des discriminations. Ça me donnait une force que j'avais jamais ressentie avant. Un jour, un événement inattendu a tout secoué. J'étais invité à un débat organisé par une association à Marseille, dans une salle communautaire qui sentait le bois verni et les gâteaux faits maison. Le thème ? La discrimination au logement. J'étais nerveux, mais j'ai pris la parole devant une cinquantaine de personnes, des immigrés, des Français, des étudiants. J'ai raconté mon histoire sans filtre, l'humiliation avec Pierre, les rumeurs de Sophie, la peur de tout perdre. À la fin, une femme française d'une trentaine d'années s'est levée. Elle s'appelait Claire et elle a dit « Je suis agente immobilière et je m'excuse pour tous ceux dans mon métier qui font ça. Karim, ton histoire me pousse à vérifier mes propres pratiques. » La salle a applaudi et j'ai senti mes yeux piquer. Pas de honte, mais d'émotion. Ce moment-là, c'était comme si tout ce que j'avais traversé valait la peine. Mais le vrai choc est venu après. En rentrant chez moi, sous la pluie fine de Marseille, avec l'odeur de l'asphalte mouillé, j'ai reçu un message de Pierre. Oui, Pierre, le proprio. Il écrivait « Karim, je t'ai vu au débat à la télé locale. J'ai réfléchi. Ce que j'ai fait était mal et je veux vraiment m'excuser. Pas une lettre forcée par la halde, pas un coup de pression, mais des mots sincères. » Il a ajouté « J'ai parlé à Sophie, elle regrette aussi. » J'étais abasourdi. J'ai relu le message 10 fois assis sur mon lit, avec le bruit des gouttes contre ma fenêtre. Je lui ai répondu « Merci. Mais le plus important, c'est de ne plus faire ça à personne. » Il m'a répondu un simple « promis ». C'était pas un conte de fées, pas une réconciliation totale, mais c'était réel. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas juste une victime, mais quelqu'un qui pouvait changer les choses, même un peu. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère et je lui ai tout raconté. La vérité cette fois. Elle a ri, pleuré, prié pour moi. « Karim, t'es un homme maintenant », elle m'a dit. Et pour la première fois, je l'ai cru. Cette soirée où j'ai parlé à ma mère, c'était un tournant. J'étais dans mon studio, entouré par l'odeur de l'encens à la vanille que j'avais allumé pour me détendre, avec le bruit des voisins qui riaient dehors. Après tout ce que j'avais traversé, le refus de Pierre, les rumeurs de Sophie, la peur de perdre mon visa, la lutte pour un job stable, je sentais enfin que j'avais construit quelque chose. Pas juste un appart ou un boulot, mais une place, une voie. Marseille, avec ses rues pleines de vie, ses odeurs de poissons frais et de pain chaud, était devenue plus qu'un décor. C'était ma ville, malgré tout. Mais cette histoire, elle ne se termine pas juste avec moi. Elle parle de tous ceux qui se battent, et je veux que vous en fassiez partie. Après le débat à la salle communautaire, ma vie a pris une nouvelle direction. Mon contrat dans la boîte tech a été prolongé, et Marc, mon chef, m'a dit « Karim, on pense à te passer en CDI si tu continues comme ça. » Un CDI. À Dakar, j'en rêvais, mais ici, ça semblait presque impossible au début. Je codais maintenant, avec confiance, dans ce bureau où flottait l'odeur de la mer par la fenêtre ouverte. J'avais même commencé à former des jeunes du quartier, à leur apprendre les bases du codage lors des ateliers de l'association. Un soir, un gamin sénégalais, peut-être 17 ans, m'a dit « Karim, je veux faire comme toi. » Ça m'a fait sourire, mais aussi réaliser la responsabilité que j'avais maintenant. Mon histoire inspirait, mais elle me poussait à continuer, à ne pas me reposer. L'association Solidarité Logement m'a proposé de devenir bénévole officiel. Aïcha m'a dit « T'as une voix, Karim, utilise-la. » J'ai accepté. 2 fois par mois, j'animais des réunions pour aider d'autres immigrés à connaître leurs droits, sur le logement, le travail, les visas. Je racontais mon parcours, les galères, les petites victoires. Une fois, une femme guinéenne m'a pris à part après un atelier. Elle pleurait.
J'ai été refusé pour un appart à cause de mon nom, mais grâce à toi, j'ai contacté une association. Ces moments-là, c'était ma récompense. Pas l'argent, pas la reconnaissance, mais savoir que je faisais une différence. Pierre, lui, a tenu parole, d'une certaine façon. Quelques mois plus tard, j'ai appris par Aïcha qu'il avait changé ses pratiques. Il louait maintenant à des immigrés et il avait même participé à une formation sur la discrimination. Sophie, par contre, restait discrète. Je l'ai croisée une dernière fois au marché de Noailles, avec son panier rempli de légumes, l'odeur des herbes fraîches autour de nous. Elle m'a regardé, a hoché la tête, presque un sourire. Pas d'excuse, mais un signe qu'elle avait compris quelque chose. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Parfois, il faut juste laisser les gens avancer à leur rythme. En ligne, mon histoire continuait de vivre. Le post sur Facebook était toujours partagé et des gens m'écrivaient de partout, de Vaux-en-Velin, de Clichy-sous-Bois, même de petites villes que je connaissais pas. Certains m'envoyaient des messages privés racontant leur propre combat. Un Congolais insulté dans le métro, une Marocaine refusée pour un stage. Je répondais à chacun en disant « Parlez, cherchez de l'aide, ne baissez pas les bras ». Ça prenait du temps, mais ça valait le coup. J'avais l'impression de construire une communauté, un endroit où on pouvait être entendu. Ma vie personnelle aussi avançait. J'ai commencé à sortir un peu, à rencontrer des gens hors du boulot. Un soir, à un barbecue organisé par Samir dans une cour de la Castellane, avec l'odeur de merguez grillée et la musique afrobeat en fond, j'ai discuté avec une Française, Camille, qui bossait dans une ONG. Elle m'a dit « T'as une force, Karim, t'as transformé ta douleur en quelque chose de beau. » On est devenus amis, et ça m'a montré que la France, c'est pas juste des murs de racisme. Il y a aussi des gens qui veulent construire des ponts. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois tout ce chemin. J'ai quitté Dakar avec un rêve, j'ai affronté des humiliations, des peurs, mais j'ai tenu bon. Mon studio est mon refuge, mon boulot est ma fierté, et ma voix est ma force. Mais ce qui compte le plus, c'est vous. Si vous vivez des injustices, un refus d'appart, des insultes, un job qu'on vous donne pas à cause de votre nom, ne restez pas silencieux. Commentez en bas. C'est quoi votre pire expérience comme immigré en France? Partagez cette histoire si elle vous parle, pour qu'on montre au monde qu'on est là, qu'on mérite mieux. Activez la cloche pour plus d'histoires de résistance, parce qu'ensemble, on peut changer les choses. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.